Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, monsieur, bonsoir. Il s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres, conseil présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, la réhabilitation du tronçon Bouaké-Kanawolo, également le projet d'appui aux travaux de l'université de Bondoukou, autant de points à l'ordre du jour. Les Ivoiriens se heurtent bien souvent aux exigences des propriétaires de maisons qui réclament des sommes exorbitantes en guise de caution. Une loi devrait intervenir dans quelques mois seulement, loi votée par l'Assemblée nationale pour soulager les populations, également réguler les rapports bailleurs-locataires. Et puis au Mozambique, 7 civils tués et plus de 100 maisons réduites en cendres hier dans l'extrême nord du pays. Ce nouveau drame intervient 10 jours après le massacre à la machette de 10 personnes. Voilà pour les titres. Bienvenue dans votre édition. Je vous l'annonçais en titre, justement. Il s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres, conseil présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, la réhabilitation du tronçon Bouaké-Kanawolo, le recensement de la population, recensement général 100 ans et de l'habitat, également le projet d'appui aux travaux de l'université de Bondoukou. Autant de points au cœur donc de ce conseil. À Ouattara. Le gouvernement poursuit sa politique de décentralisation au niveau de l'enseignement supérieur. Les travaux de construction de l'université de Bondoukou démarrent bientôt avec la ratification de 2 accords cadres entre la Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement. Ce sont au total 66 828 millions qui ont été mobilisés en vue du financement de cet important projet. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de décentralisation des universités. Il contribuera à améliorer la capacité d'accueil, la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans notre pays. Et plus précisément, ce projet va concerner la construction de la nouvelle université de Bondoukou, d'une capacité d'accueil initiale de 3 000 étudiants, ainsi que la construction d'une résidence de 1 000 chambres pour le logement des étudiants. Il est également prévu la construction d'une 50aine de logements pour les enseignants, chercheurs et personnels de l'université et 5 logements de fonction pour les responsables de l'université. Donc le top départ est définitivement donné pour la construction de l'université de Bondoukou. Il est prévu que cette université soit achevée et que les personnels soient mis à disposition pour la rentrée scolaire 2020-2021. Et puis, bonne nouvelle pour les usagers de la route du Nord. Le tronçon Bouaké-Kanawolo va être réhabilité. Ce projet, comme vous le savez, est très attendu. Il contribuera à l'amélioration des conditions de circulation sur le réseau structurant routier de notre pays, notamment sur cet axe routier qui est l'un des plus importants de notre pays. Il permettra notamment d'accroître la mobilité des biens et des personnes, favorisera les échanges entre les différentes régions de notre territoire qui sont traversées, ainsi qu'avec les pays limitrophes du nôtre. Il consistera en la réhabilitation de cette route Bouaké-Ferké, longue de 220 km, et il permettra également le renforcement de certaines voies importantes dans les villes traversées par cette route. Il permettra enfin d'effectuer des interventions prioritaires d'entretien routier prévues sur d'autres parties du réseau revêtu de notre pays. Le Conseil des ministres a également décidé de lancer en 2019 une opération de recensement général de la population et de l'habitat. Le recensement de 2014 s'était heurté à un certain nombre de contraintes qui ont malheureusement impacté les résultats de l'opération de 2014. Pour pallier aux insuffisances qui ont été notées lors de ce recensement de 2014, il a été recommandé la réalisation d'un nouveau recensement en 2019 qui permettra de prendre en compte le contexte et le suivi des performances économiques et les investissements actuels réalisés au niveau des infrastructures sociales dans le pays, de façon à obtenir une base de données cartographiques géoréférencées et une base de sondage plus fiable pour les enquêtes intercensitaires. La phase de dénombrement de la population aura lieu
en novembre-décembre 2019. La publication des résultats globaux est prévue vers la mi-année 2020 et les opérations de diffusion, de dissémination des résultats se dérouleront d'août 2020 à avril 2021. Autre décision de ce Conseil, l'ouverture d'une ambassade au Qatar. Le prochain Conseil des ministres est prévu pour se tenir à Yamoussoukro le 27 juin. Et justement, dans le cadre des concertations qui permettent au gouvernement de communiquer sur les grandes orientations de sa politique, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, accompagné de la ministre Mariatou Kone, ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, étaient face aux acteurs de la société civile. Les échanges ont porté entre autres sur des questions sécuritaires, également sur le processus d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Herman Guivet. La salle de réunion du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité affiche complet. Une soixantaine d'organisations non gouvernementales et d'associations de la société civile présentes pour une séance de partage d'informations avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. À ses côtés, le ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Sujet abordé, la sécurisation de l'état civil. Le recueil de chaque fait d'état civil s'accompagnera de la prise de la biométrie de chacun des individus. Lorsque un enfant naît dans un village ou dans une commune, si c'est à la maternité, au moment donc de la déclaration de cet enfant, d'abord la sage-femme ou l'agent qui aura été commis à cet effet a obligation immédiatement de procéder à l'enregistrement. Le bébé, sa biométrie n'étant pas encore fixée, on va commencer par lui attribuer un numéro national d'identification. Mais également le processus d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Nous avons fait le bilan et la phase pilote a coûté à l'État de Côte d'Ivoire 3 833 11 803 francs. Depuis le 30 octobre 2017, nous avons démarré la grande phase. Cadre d'échange qui a permis aux organisations de la société civile de faire cas de leurs préoccupations. Une rencontre qui aura donné l'opportunité à chacun des acteurs de s'exprimer. Les échanges ont été francs et ça a été très enrichissant. Les Ivoiriens sont réconciliés dans leur ensemble. Le problème se situe au niveau des politiques. Sinon, les citoyens lambda parlent à son voisin, vit avec son voisin et le vivre ensemble est une réalité. Que les hommes politiques nous aident à la consolidation de la paix, surtout que nous sommes à la veille d'élections, qu'ils arrêtent toutes les pratiques de division. Une société civile également satisfaite de ces échanges. On se posait beaucoup de questions, mais avec les chiffres et les engagements que Madame le ministre vient de prendre, je pense que tous les acteurs de la société civile dans cette salle-là sont aujourd'hui mieux informés parce qu'on a toujours besoin d'informations lorsqu'on veut mieux sensibiliser les populations. J'avoue que j'ai été vraiment éclairé et les questions qui ont été posées ont été pertinentes. Les réponses sont convaincantes. Objectif majeur de cette rencontre, porter l'information juste à la société civile, recueillir des suggestions et recommandations, permettre à la société civile de comprendre les grandes orientations de la politique du gouvernement. Après les élèves en classe de CM2, ce sont ceux de la classe de 3e qui entrent en scène. Les épreuves orales du BEPC, brevet d'études du premier cycle, session 2018, ont donc démarré ce mercredi 6 juin avec les oraux d'anglais. Plus de 400 000 candidats répartis sur 677 centres d'examen sur toute l'étendue du territoire national sont donc concernés. Et pour cette première journée, aucun incident signalé, c'est ce que nous disent Sephora Zegui et Patricia Omouetia. Mercredi 6 juin 2018, démarrage des épreuves orales du brevet d'études du premier cycle BEPC section 2018. L'anglais est la seule matière de composition. Polishan. Visit the beach. The beach, yes. Hôtel Argul. Okay, here in Côte d'Ivoire, give me one example of beach that you know. Do you know a beach? Yes. Give me one example of beach in Côte d'Ivoire. Awa vient de subir son interrogatoire. Elle est visiblement découragée, mais garde un brin d'espoir.
En tout cas, ce n'était pas difficile. Je n'arrivais pas à bien répondre aux questions parce que j'étais un peu stressée. Pour la première journée, au centre Djedje Amondi Pierre d'Adjamé, les enseignants jugent passable le niveau des élèves. Le gros problème, c'est le stress. On sent qu'elle a peur et donc ça influence un peu, je veux dire, sa prestation. Selon la présidente du centre, aucun cas de force majeure signalé. Tout se passe bien, les enfants sont là. Alors ils sont arrivés, ce matin nous avons contrôlé leurs identités avec les agents de force de l'ordre qu'on a mis à notre disposition. Et ils sont là, ceux qui ne passent pas maintenant, on les a parqués dans une salle d'attente et ceux qui doivent passer sont avec les différents interrogateurs. Collège Notre-Dame du Plateau, il est 8h17, élèves et professeurs sont en pleine discussion. Ici, le niveau est moyen. Ils comprennent les questions qu'on pose. Ils ont toutes petites difficultés pour répondre, mais nous les y aidons. Voilà. Et je crois que ça va. Le niveau moyen, pour ce que je constate ce matin. Les épreuves orales prennent fin le 9 juin pour laisser place aux épreuves écrites qui auront lieu du mardi 12 au jeudi 14 juin prochain. Et on poursuit en image dans la même veine avec Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale, qui a visité cet après-midi donc des centres d'examen dans le district d'Abidjan, notamment le lycée moderne Harris et le lycée Djedje Amondi Pierre à Adjamé. Et notez que l'objectif pour la ministre était de s'assurer du bon déroulement de ces épreuves orales d'anglais et d'encourager élèves et corps enseignants. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a procédé hier mardi au lancement du rapport mondial de suivi sur l'éducation 2017-2018. On en sait davantage avec Serge Collier. 264 millions d'enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés dans le monde, selon l'UNESCO. En Côte d'Ivoire, environ 21% des enfants en âge d'aller à l'école sont déscolarisés. Pour rendre l'éducation plus équitable et abordable pour tous, l'UNESCO, à travers son rapport mondial annuel de suivi sur l'éducation, interpelle tous les acteurs nationaux et internationaux à plus de responsabilités. Le rapport que nous lançons aujourd'hui est lancé dans 8 autres pays africains pour attirer l'attention sur l'importance de rendre compte dans l'utilisation des fonds mobilisés au profit de l'éducation. Pour la Côte d'Ivoire, par exemple, les COGES, les fonds qui sont mobilisés et utilisés dans les écoles, comment sont utilisés ces fonds? Est-ce qu'ils permettent réellement de contribuer à la promotion de l'éducation et à l'amélioration de la qualité? Pour la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, l'État de Côte d'Ivoire travaille déjà à démocratiser l'éducation. Notre pays s'est doté d'un cadre législatif et réglementaire depuis septembre 2015. La scolarisation obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Malgré des difficultés bien compréhensibles, la politique de la scolarisation obligatoire tiendra toutes ses promesses dans un très proche avenir. Les représentants de la société civile accordent un intérêt au projet et entendent apporter leur soutien à sa réussite. Nous voulons prendre l'engagement de contribuer à l'atteinte des objectifs assignés au plan sectoriel éducation-formation 2016-2025 afin qu'à l'horizon de cette stratégie, le système éducatif puisse être performant. Chaque année, l'UNESCO produit des rapports mondiaux de suivi sur l'éducation en vue de promouvoir une éducation de qualité pour tous. Débutée le 17 mai dernier, la deuxième édition de la caravane de vulgarisation des outils TIC, initiée par l'Agence nationale du service universel des télécommunications, vient de prendre fin. La cérémonie de clôture à Dimbokro. Notez que cette caravane a permis à plusieurs jeunes de se former à l'usage sain de l'outil numérique. C'est ce que nous dit Mama Traoré.
Jacquesville, Korogo, Bondoukou, Bouna, Gagnoa et enfin Dimbokro, dernière étape de la deuxième édition de l'ANSUD Bloc Camp, caravane de formation à l'utilisation des outils TIC et des services administratifs dématérialisés. C'est une initiative de l'ANSUD, Agence nationale du service universel des télécommunications TIC, en partenariat avec l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire. L'idée est de permettre à chaque Ivoirien de se familiariser au numérique. L'analphabète aujourd'hui, c'est celui qui ne sait pas utiliser Internet et les outils TIC, et non plus celui qui ne sait ni lire ni écrire. Il reste encore beaucoup à faire sur le chantier de la vulgarisation des TIC en Côte d'Ivoire. Mais nous en sommes sûrs, avec votre concours et le soutien que vous nous avez déjà démontré, le challenge est tenable et nous nous y engageons. Plus de 3000 personnes ont déjà été formées grâce à cette caravane. L'ANSUD n'entend donc pas s'arrêter en si bon chemin. Une troisième édition de l'ANSUD Bloc Camp est donc prévue dans les semaines à venir. 7, 10 ou encore 12 mois de caution. Les Ivoiriens se heurtent bien souvent aux exigences des propriétaires de maisons qui réclament des sommes exorbitantes en guise de caution de maison. Une loi devrait intervenir dans quelques mois seulement, loi votée par l'Assemblée nationale pour soulager les populations et réguler les rapports bailleurs-locataires. Mais quand sera-t-il effectivement sur le terrain? La mesure sera-t-elle respectée? Eh bien, les Ivoiriens sont entre doute et espoir. Et le dossier est signé Lansine Bakayoko. La décision qui fixe la caution à 2 mois de loyer et à 1 mois d'avance est fortement attendue sur le terrain. Moi, j'habite à Allianceville. Là-bas, pour louer une petite maison de 15 000 francs le mois, tu payes 6 mois de caution, 6 mois d'avance. Ça veut dire 1 an. 2 jours là, je cherche maison. Mais on me parle de 5 mois de caution. Puisqu'il n'y a pas les moyens, je suis obligé d'attendre. En réalité, la loi n'est pas encore appliquée. Elle est seulement adoptée en commission à l'Assemblée nationale. Il s'agit pour le gouvernement de faire en sorte que la problématique de la flambée des coûts de location connaisse un début de solution. Pour certaines agences immobilières, la disposition ne peut franchir le stade de vœux. Elle sera difficilement applicable. On ne peut pas exiger 2 mois de caution, 1 mois d'avance sans mesure d'accompagnement. Pour cet agent immobilier, la surenchère peut se justifier par la duplicité des locataires qui fuient les maisons avec des arriérés de loyer, laissant aux propriétaires des appartements mal entretenus. Du coup, les propriétaires doivent refaire les peintures, la plomberie, revoir les installations électriques, changer une fenêtre. Un manque à gagner qu'ils sont obligés de répercuter immédiatement sur le nouvel occupant. La caution qu'on prend avec le preneur, c'est cette caution qu'on prend pour arranger la maison. Et si vraiment la réparation est coûteuse, vous voyez que 2 mois de caution ne peut pas arranger la situation. Chez de nombreux opérateurs du secteur, cette solution pour être durable doit s'accompagner de la construction d'un plus grand nombre de logements. C'est l'offre vraiment qui est inférieure à la demande. Quand les demandeurs sont nombreux, ceux qui proposent plus, c'est eux le propriétaire voit. On doit toujours vraiment travailler dans le libéralisme dans ce domaine-là. Même si le libéralisme doit commander le marché, il est à observer une dose de mauvaise foi dans la chaîne, notamment au niveau des intermédiaires. Il y a certains propriétaires qui ne sont pas informés. Cette faute, ça vient à l'intermédiaire. Ça veut dire à certains des agences immobilières. Ça reste maintenant à les agences immobilières d'informer ces propriétaires-là pour dire que l'État a pris certaines mesures et c'est cette mesure on se conforme et vous aussi vous devez vous conformer à la loi ivoirienne. Les propriétaires eux aussi ne sont pas à l'abri des critiques. Il y a des propriétaires qui disent bon je veux 1 an puisque je veux entreprendre tel projet. Voilà. Ou bien je dois louer ma maison et que je suis en retraite, je dois partir au village pour aller m'asseoir là-bas. Donc par conséquent, il prend beaucoup de mois pour ne pas embrouiller le locataire qui est là. Du côté de ces propriétaires, vouloir réduire les cautions des loyers est une excellente mesure sociale, mais difficilement applicable. D'autant qu'elle retarde le retour sur investissement, surtout dans un contexte de hausse continue des matériaux de construction. Cette proposition, certes, elle peut être une bonne chose, mais par rapport à l'État, l'individu n'a pas le grand moyen pour investir et ne peut compter que sur cette base qu'il a faite, à partir de ses moyens. Donc investir, réduire le taux de caution devient un problème. Pas du tout évident, rétorque la Direction générale du logement.
C'est vrai que les investissements qui sont réalisés par ces promoteurs-là, ou même par des individus, par des privés, sont importants, mais n'empêche qu'il y a quand même beaucoup d'abus. Rien ne peut justifier que l'on demande à un Ivoirien de payer 12 mois, 16 mois, voire 24 mois de caution. Nous, on ne peut pas le tolérer. En tout cas, dans l'agence immobilière qu'il dirige à Cocody Riviera, Stéphane Gonior veut se conformer effectivement au nouveau dispositif édicté par les pouvoirs publics. Dans cette volonté de respecter les directives gouvernementales, il se heurte cependant à quelques résistances que l'agent immobilier entend surmonter. Nous ferons tout pour se conformer à ce que l'État ivoirien nous demande de faire. Tout compte fait, le gouvernement sera extrêmement exigeant sur l'application de la nouvelle législation, dont l'objectif est de protéger les populations ivoiriennes, en priorité les couches défavorisées. Quand c'est engagé, ça va être fait, parce qu'il s'agit de l'autorité de notre pays. Il s'agit de protéger les citoyens, donc naturellement tout s'organise pour que cette loi soit votée. On peut le dire, la lutte contre la surenchère sur les cautions des loyers est cette fois bel et bien engagée. Dossier signé Lansana Bakayoko et noté pour être complet sur le sujet, peine d'emprisonnement allant de 1 mois à 20 ans pour les contrevenants. On poursuit en images la 4e édition du Forum des jeunes entrepreneurs et chefs d'entreprise de l'Afrique a démarré ce mercredi, ici même à Abidjan. Plus de 200 entrepreneurs issus de 18 pays africains sont attendus à ces assises initiées par le réseau des jeunes entrepreneurs pour l'émergence de l'Afrique. Selon le président de l'Association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, Jean-Paul Baya, eh bien, il est question de partage d'expériences. Il est question également de créer des opportunités d'échange à l'échelle régionale et africaine. Direction Bondoukou pour parler politique. Le ministre Bruno Koné y était récemment, fils de la région, il y était pour rencontrer les militants, la création du parti unifié, l'identification des jeunes majeurs et également le bilan du président d'honneur du RDR, Alassane Ouattara, était au cœur des échanges. Moment d'échange avec les militants du RDR à Bondoukou dans le Gontougo. Pendant plus d'une demi-heure, le ministre de la Communication, Bruno Nabagné-Koné, cadre du RDR, s'est entretenu avec les militants de la région. Dans son adresse, qui a porté sur le bilan du président de la République, Alassane Ouattara, il a passé en revue les œuvres immenses du président de la République, membre d'honneur du parti. N'acceptons pas en tout cas le complexe que certains veulent mettre en nous. Soyons fiers de ce qui a été fait dans ces 7 ans du président Alassane Ouattara. On est conscient que tout n'est pas parfait, mais ce qui a été fait jusqu'à maintenant, en tout cas, est apprécié par tous ceux qui observent avec objectivité la situation de la Côte d'Ivoire. L'ambition du RDR, renforcer les acquis et les consolider davantage. Notre parti s'organise pour être acteur, pour être dans la prise de décision. Quel que soit le cas de figure, la décision qu'on va prendre pour après 2020, là, il faut que nous, on soit autour de la table. Ça ne peut pas se faire si on n'est pas sur le terrain. Ça ne peut pas se faire si on n'est pas rassemblé. La rencontre de Bruno Nabagné-Koné avec les militants du RDR s'achève à l'heure de la rupture du jeûne musulman. Cet instant qu'il a bien voulu partager avec les militants membres de la communauté musulmane. Voilà, et donc Bruno Koné dans la région de Bondoukou, il y était pour rencontrer les militants de la région avec qui il a parlé création du parti unifié, également identification des jeunes majeurs. On parle politique toujours avec le Renouveau pour la paix et la concorde, RPC Paix de Henriette Lagou, qui depuis le dimanche 3 juin dernier est membre du RHDP. Les démarches entreprises par la présidente du parti pour l'entrée au RHDP ont abouti, c'est ce que nous explique Gabriel Zani. Parti d'idéologie centriste, le Renouveau pour la paix et la concorde RPCP ne l'est plus. Le RPCP est devenu un parti de droite en rejoignant la coalition des oufouettistes depuis le dimanche 3 juin à Daoukro. La situation politique actuelle, la vision de paix, de fraternité véhiculée par les oufouettistes ont fini par décider les dirigeants du RPCP en faveur du RHDP. Nous avons choisi la voie de la stabilité.
et la voie du bonheur des peuples de Côte d'Ivoire. Nous partageons les mêmes valeurs de progrès, de fraternité, de cohésion sociale, et donc nous n'avons pas de crainte. Henri Konan Bédié, le président du PDCI, par ailleurs président de la conférence des présidents du RHDP, salue cette arrivée. Il souhaite aussi que cette alliance soit durable. Nous vous attendions et aujourd'hui c'est chose faite. Les partis membres du RHDP entendent travailler fraternellement avec vous pour le progrès de la Côte d'Ivoire et le bonheur de chaque Ivoirien. L'adhésion du RPCP au RHDP a été entérinée par une correspondance en date du 18 avril 2018. Le parti d'Henriette Lagou devient ainsi la 7e formation politique du RHDP. Le RPCP pourra désormais participer aux travaux du directoire du Rassemblement des oufouettistes. Une délégation du directoire du RHDP, conduite par Maurice Kakoudikaoué, secrétaire exécutif du PDCI et vice-président du directoire du RHDP, a été témoin de l'entrée officielle du RPCP dans la coalition oufouettiste. Et justement, pour inviter les leaders politiques à la culture de la paix, les ambassadeurs de l'OIF, 32 au total, nommés il y a de cela un an, viennent donc de lancer une campagne de sensibilisation. Cette action, soutenue par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, vise des élections dans un cadre apaisé. Serge Collier. Ils sont ambassadeurs du programme Libre Ensemble, Vivre Ensemble. Désignés par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie pour prôner les valeurs de paix en Côte d'Ivoire, ces ambassadeurs s'engagent à mener une vaste campagne de sensibilisation en direction des hommes politiques et autres leaders d'opinion. Les prochaines échéances électorales, nous allons participer de manière positive à amener les uns et les autres à mieux comprendre qu'une échéance électorale, c'est comme un match de foot. Il y a un gagnant, il y a un perdant. L'arbitre, c'est le peuple. Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de pacifier les uns et les autres. C'est de faire en sorte que, d'une manière ou d'une autre, on puisse arriver à s'entendre, à communier et à expliquer ce qu'on a envie de dire dans la liberté totale. Pour Mohamed Salamé, président de l'Association des ambassadeurs de l'OIF, cette organisation, bien qu'apolitique, veut jouer un rôle de premier plan dans la sensibilisation à des élections apaisées en Côte d'Ivoire. L'Association des ambassadeurs ivoiriens du programme Libre Ensemble, Vivre Ensemble de l'OIF existe depuis 2017 avec pour mission de rechercher la paix, favoriser la diversité, la liberté et la solidarité entre les peuples. L'actualité internationale de ce 6 juin nous conduit successivement à Madagascar, en Éthiopie et au Mozambique où 7 civils ont été tués et plus de 200 maisons réduites en cendres hier dans l'extrême nord du pays. Ce drame intervient 10 jours seulement après le massacre à la machette de 10 personnes. Sept civils ont été tués, plus de 100 maisons incendiées hier mardi dans l'extrême nord du Mozambique lors d'une attaque attribuée à un groupe islamiste qui a multiplié les coups de main meurtriers ces derniers mois dans la région. Ce nouveau drame intervient 10 jours après le massacre à la machette de 10 personnes dans le nord du pays le 27 mai dernier. La police a tué samedi 9 insurgés et saisi des fusils d'assaut et des documents rédigés en arabe. Elle attribue désormais toutes ces attaques au groupe islamique Al-Shabaab. L'opposition malgache a décidé hier mardi de maintenir la pression sur le président Eri Rajaonarimampianina en appelant à poursuivre les manifestations malgré la nomination la veille d'un nouveau Premier ministre de consensus. Depuis fin avril, l'opposition manifeste quotidiennement dans le centre d'Antananarivo. Elle a d'abord protesté contre des lois électorales controversées et demande désormais le départ du président élu en 2013. Le Parlement éthiopien a levé l'état d'urgence instauré le 16 février pour 6 mois. C'est un nouveau signe d'apaisement du régime et de son nouveau Premier ministre Abiy Ahmed, investi en avril à la suite d'une crise politique sans précédent en un quart de siècle. Le Parlement a voté en faveur de la levée de l'état d'urgence en raison de la stabilité relative et du calme dans le pays.
L'état d'urgence avait été décrété par le gouvernement, puis ratifié par le Parlement au lendemain de la démission surprise le 15 février du Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. L'ancien Premier ministre avait été emporté par la crise politique, marquée par d'importantes manifestations antigouvernementales violemment réprimées. Voilà le commentaire de Abou Sanogo qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.